Cultination, bonjour. Quel est le continent le plus pauvre de la planète? L'Afrique? Réponse quasi instinctive. Maintenant, quel est le continent le plus riche du globe? L'Amérique? L'Asie? Réponse moins affirmée. Et si l'on vous disait que le continent le plus pauvre est surtout le plus riche de la planète? Surpris? Laissez-nous vous expliquer ce paradoxe dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner. La richesse du continent. L'histoire de l'Afrique est étroitement liée à celle de l'humanité. En effet, les scientifiques situent les premiers hominidés connus en Afrique de l'Est. Son histoire se poursuit, non sans embûches, car l'Afrique est un continent courtisé, convoité, désiré. Et pour cause, ses richesses naturelles. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ce continent qui est actuellement composé de 55 États et plus de 1,4 milliard d'habitants abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse. Le continent est riche d'autres minéraux tels que le cobalt et le cuivre que l'on retrouve dans nos smartphones, le fer, l'uranium et le charbon, mais aussi du gaz et du pétrole. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, a récemment révélé que 19 des 46 pays d'Afrique subsaharienne possèdent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon ou de minéraux, et 13 pays explorent actuellement de nouvelles réserves. On le sait tous, la quasi-totalité des produits du commerce ont d'abord été des matériaux extraits de terre, que cela soit nos smartphones, ordinateurs, télévisions, consoles, etc. Ces objets qui font notre quotidien sont issus des exploitations minières, et notamment d'Afrique. Ainsi, les ressources minérales représentent une énorme source de revenus et de richesses, et pourtant, la Banque mondiale et les agrégats estiment que l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. C'est bien plus que paradoxal. Une richesse paradoxale. Des pays riches en ressources naturelles comme la République démocratique du Congo, la Zambie, le Mozambique, la Mauritanie ou la Guinée vivent un paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance. En effet, l'abondance de ressources ne se traduit pas toujours par une croissance économique et un développement durable. Prenons le cas de la Guinée qui est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, selon le Financial Times, dont 40 milliards de tonnes de bauxite. Oui, la bauxite. Cette roche permettant de la production d'aluminium, mais pas que ça, c'est la plus grande réserve du monde. Elle dispose aussi de plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Malgré cette abondance naturelle, 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD qui mesure le niveau de vie des pays. En plus de ses ressources minières, l'Afrique a un fort potentiel dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ici, nous prendrons le cas de la Côte d'Ivoire afin d'illustrer nos propos. Avec près de 2 millions de tonnes de fèves de cacao sorties de terre par an, la Côte d'Ivoire assure plus de 40% de l'approvisionnement mondial de cacao, ce qui en fait le premier producteur au monde. Mais ce n'est pas uniquement une question de chocolat. L'Afrique produit aussi du maïs, des dattes, du café, du sel, du coton, des fruits, des cacahuètes et d'autres denrées alimentaires qui, là aussi, attirent les autres continents et pays, à l'image de la Chine qui part depuis quelques années déjà à la conquête des terres africaines qui sont considérées comme des terrains d'avenir pour le domaine agroalimentaire. Objet de convoitise. Mais alors pourquoi le prix le plus pauvre du monde est-il encore décerné à l'Afrique ? On pourrait se contenter de pointer du doigt les restrictions à l'exportation et les difficultés des secteurs miniers d'employer directement dans le pays ou la région concernée. Seulement, cette réponse ne serait que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le disions précédemment, l'Afrique est un continent naturellement riche, de ce fait, il est logique que les continents voisins s'y intéressent et le convoitent. Et cela depuis des siècles. Si de manière générale, on se concentre sur le commerce triangulaire et les conquêtes européennes du 19e siècle, on peut remonter cette convoitise jusqu'à l'époque romaine ou médiévale selon la définition que l'on donne du terme colonisation. En effet, les Grecs de l'Antiquité, les Romains, les Arabes et les Malais ont tous établi des colonies sur le continent africain, dont certaines ont duré des siècles. S'en est suivi l'arrivée des Européens. L'horreur du commerce d'humains, des traites négrières et l'apogée de cette domination par la possession des terres, la colonisation. Nous devons trouver de nouvelles terres à partir desquelles nous pouvons facilement obtenir des matières premières et en même temps exploiter la main-d'œuvre bon marché offerte par les indigènes des colonies. Les colonies fourniraient également un dépotoir pour les marchandises excédentaires produites dans nos usines, disait Cecil Rhodes.
apôtres de l'expansionnisme colonial. Les aléas d'une pseudo-indépendance. Avec des motivations aussi profondes et cette volonté d'étendre son autorité, comment, même après la décolonisation, le système d'expansionniste n'aurait-il eu pas de conséquences ? Les études post-coloniales, développées depuis quelques années, ont montré que la colonisation a laissé des séquelles, telles que l'Afrique peine encore à s'en remettre. La majorité du processus de décolonisation a eu lieu dans un climat d'après-Seconde Guerre mondiale fragile. Les pays ont obtenu leur indépendance par divers moyens. Pression, résistance non violente, diplomatie, négociation ou parfois conflits armés et violents. La lutte vers l'indépendance de chaque pays était différente. Mais chacun de ces pays a été impacté par ce processus. L'exemple de la langue, bien que de prime abord très simplé, est pourtant très symbolique. Presque tous les pays africains anciennement colonisés continuent d'utiliser la langue imposée par la puissance coloniale, leur identité étant bouleversée après des années d'occupation. De fait, cet exemple montre que les premières conséquences de la colonisation et, par prolongement, de la décolonisation sont culturelles et identitaires. La décolonisation de l'Afrique a eu aussi des conséquences considérables sur son système socio-économique, provoquant ainsi l'affaiblissement de sa croissance. Le manque d'infrastructures, la main-d'œuvre non organisée et les hordes d'autres problèmes annexes ont appauvri les États africains au-delà de l'imagination, et bien qu'ils soient riches en ressources naturelles. En effet, les États africains pouvaient difficilement transformer eux-mêmes leurs marchandises, ce qui les a inévitablement rendus dépendants des autres économies et même celles des anciens colonisateurs. Ces manquements ont empêché l'Afrique de relancer son économie après la décolonisation. Sur du long terme, les colonisations et l'exploitation des ressources naturelles auront fait perdre des milliards de dollars à l'Afrique. Se rajoutent à cela des désordres politiques et des révoltes civiles qui ont aussi, souvent, entaché l'équilibre déjà fragile de l'Afrique. Des dirigeants reprochables. Les frontières créées par les colonisateurs viennent semer le trouble. Des clans politiques ou ethniques se forment et des guerres civiles débutent, certaines ayant conduit à des génocides. Les places importantes laissées par les dirigeants colonisateurs vont fédérer et nourrir les ambitions politiques de certains individus intéressés. C'est ainsi que de nombreux pays d'Afrique sombrèrent sous la férule de redoutables dirigeants, à l'instar de l'empereur Jean Bédel Bokassa, dont le titre complet n'est pas moins que l'empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain uni au sein du parti politique national, et qui deviendra par la suite président à vie. Ce dernier était autant connu pour son immense richesse et sa chaise à pas moins de 140 millions de dollars. Eh oui, vous avez bien entendu, la somme exorbitante pour un repose-fessier que pour sa corruption. Ce qui nous conduit à notre deuxième point pouvant expliquer la pauvreté de l'Afrique, et ce, malgré ses richesses. En effet, si le colonialisme a impacté au développement de l'Afrique, on ne peut le tenir pour seul et unique responsable de la situation africaine. Car des sociologues ont montré que d'anciennes colonies de l'Europe ne se sont pas effondrées de cette manière après la décolonisation. Nous ne pouvons donc pas faire de ce résultat une conséquence intrinsèque de la colonisation. La situation africaine résulte aussi de mauvaises politiques, dont la plupart ont été choisies librement par des dirigeants africains après l'indépendance. Ils ont pris le contrôle de pays où la répression de la division politique était déjà fermement établie. Ainsi, au lieu d'abroger les lois sur la censure et la détention arbitraire, par exemple, les dirigeants africains les ont conservées et même développées, en renforçant et s'accrochant ainsi à l'ancien système laissé par le colonisateur. Le modèle soviétique a aussi inspiré les dirigeants africains, qui ont choisi d'imiter les institutions et les politiques économiques d'une puissance qui, à ce moment-là, représentait l'exact opposé du libre marché occidental et de la démocratie, se rapprochant de l'aspect dictatorial d'un régime politique. Ce n'est qu'à partir de 1990 que l'Afrique se détache du communisme pour retourner vers le socialisme et l'économie mondiale. Cela étant dit, l'Afrique reste le continent le moins économiquement libre et le plus protectionniste du monde. Un fléau, la corruption. Par ailleurs, en Afrique, la mauvaise gouvernance que nous venons brièvement de présenter ne se résume pas à un simple problème de gestion ou de choix politique, mais aussi à des problèmes de corruption. De nombreux pays africains sont classés parmi les mauvais élèves en matière de corruption selon l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International. La Somalie, le Soudan, la Guinée équatoriale, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Tchad, l'Angola, le Zimbabwe et le Kenya figurent à la fin du classement et seuls 4 pays, Maurice, le Cap-Vert, le Botswana et le Rwanda, sont en 2011 parmi les 50 pays les moins corrompus. La corruption des élites africaines trouve divers motifs.
Elle peut servir à enrichir le prestige social de l'homme de pouvoir, ainsi que celle de sa famille ou de potentiels collaborateurs. C'est aussi une ressource politique, ou encore un besoin de transformer des biens en argent ou en une capacité à investir. Monsieur Bokassa, l'empereur mégalomane, dont nous avons parlé auparavant, accumule de nombreuses accusations de corruption, dont certaines avec une des grosses têtes françaises, Valéry Giscard d'Estaing. Au cœur de cette corruption, des diamants. Les diamants étant l'une des ressources premières de l'Afrique, ils sont au centre de nombreux scandales politiques et économiques. Si vous ne l'avez pas vu, nous vous conseillons et invitons à regarder le film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Il s'agit d'un pamphlet cinématographique montrant avec justesse la corruption des États africains, le vol des ressources naturelles africaines par les puissances occidentales et les conséquences fratricides dans les pays concernés. Enfin, les fonds les plus importants sont blanchis et servent à assouvir le besoin de magnificence ou de chaises et de richesse de ces dirigeants immensement riches. La fortune devenant ainsi un véritable attribut de chef et une vertu politique qui doit être visible et connue de tous. D'après les auteurs de l'ouvrage État et corruption en Afrique, Gérard Blondeau et Jean-Pierre Olivier de Sardan, si la corruption perdure, c'est parce que personne ne s'en offusque. Autant l'extérieur qui y trouve son intérêt que l'intérieur du pays, car dans de nombreuses sociétés africaines, s'enrichir, même de manière illicite, n'est pas perçu comme un mal en soi. En revanche, s'enrichir sans partager est considéré comme contraire à l'éthique. Pire, celui qui n'aura pas su saisir l'occasion lorsqu'elle s'est présentée sera suspecté d'avoir mangé tout seul. La corruption est une modalité acceptée de gestion des relations sociales. Toutefois, les mouvements de révolte et les coups d'État tendent à montrer une prise de conscience du peuple et une volonté de libérer leur pays du joug de la corruption. Le continent de la jeunesse. Enfin, si depuis le début de cette vidéo nous n'avons de cesse de mettre en avant les ressources naturelles matérielles de l'Afrique, il est une autre source tout aussi importante. Il s'agit des ressources humaines. Elles aussi ont malheureusement été abusées au cours des siècles à travers l'esclavagisme, les colonies et les traites négrières. Une déshumanisation reposant sur bien des justifications, parfois religieuses, parfois scientifiques. La génétique ayant donné à l'homme africain des capacités que l'homme occidental n'a pas. Cette hypothèse de la génétique est encore d'actualité et remise sur le tapis quand un athlète africain effectue une prouesse sportive. Bien que séduisante, cette hypothèse ou pensée n'est scientifiquement pas prouvée, et la développer pourrait nous emporter dans un univers de l'excellent film Get Out, où cette idée de génétique conduit à l'horreur et à la légitimation et banalisation du racisme. Même s'il est évident que les facteurs génétiques peuvent y jouer un rôle, il est impossible à ce jour d'en mesurer scientifiquement l'importance, mais nous devions vous en faire part. Se rajoute à cela le poids du passé qui rend délicat l'interprétation des études scientifiques en la matière. Mais si nous revenons sur le factuel et le concret, avec plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent, après l'Asie, le plus peuplé au monde. Toutefois, la particularité de l'Afrique, c'est que sa population est la plus jeune du monde. En effet, le continent africain héberge la population la plus jeune de la planète, et cet état de choses semble devoir perdurer longtemps. En 2019, le fournisseur de données Visual Capitalist publiait la liste des pays avec les proportions de jeunes les plus élevées. Son top 10 est composé uniquement de pays africains dont la plupart de population ayant moins de 15 ans est la plus importante. En première place vient le Niger avec 49,8%, suivi du Mali 47,3%, le Tchad 46,8% vient boucler le podium. Il est suivi de très près par l'Angola. Viennent ensuite l'Ouganda 46,5%, la Somalie 46,4%, la République démocratique du Congo 46%, puis le Burundi 45,4%. Le classement est complété par le Burkina Faso, dont 44% de la jeunesse a moins de 15 ans, et par la Zambie où ce chiffre est de 44,5%. Cette population de jeunes favorise la main-d'œuvre et le travail, et cela tombe bien, car il reste beaucoup à construire sur le chantier africain. Cette jeunesse est aussi davantage instruite et ambitieuse, beaucoup de pays africains ont développé leur système éducatif, et une hausse notable des inscriptions à l'école primaire a été relevée. Toutefois, la performance de l'Afrique en ce qui concerne l'enseignement secondaire et supérieur a été inférieure à la moyenne, et le continent accuse un retard considérable dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, moteur clé de l'économie fondée sur la connaissance et de l'économie mondiale. C'est pour cela que de nombreux Africains partent étudier à l'étranger et certains y restent. Il est essentiel pour l'Afrique de tout mettre en œuvre afin de garder ses génies sur son territoire. Car la pauvreté et la précarité de l'enseignement secondaire et supérieur les conduit à s'en aller et à devenir une force économique pour d'autres continents. Il est aussi nécessaire de rappeler l'héritage et le prestige universitaire de l'Afrique qui possède la plus ancienne université au monde, l'université Al-Qarawiyyin,
à Fès au Maroc. L'homme le plus riche de tous les temps est africain. L'Africain peut puiser et disposer dans son histoire de grandes figures de réussite qui lui permettront de développer son ambition. Avec des fortunes estimées à plus de 100 milliards de dollars chacun, le Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou le français Bernard Arnault, le fondateur de LVMH, sont des petits joueurs. Il suffit de remonter le temps pour trouver un homme encore plus fortuné. Ni vente en ligne, ni produits de luxe. Mansa Moussa, ou l'empereur Moussa, a amassé une fortune colossale estimée à 400 milliards de dollars d'aujourd'hui, grâce aux ressources des terres d'Afrique. Il a réussi grâce à l'exploitation des terres maliennes et à ses idées ingénieuses. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée à son histoire dans laquelle on parlera de lui et de sa richesse. J'attends vos avis en commentaire. Une jeunesse parfois motivée. Bon, on reprend. Où en étais-je ? Ah voilà, je disais que d'Afrique a donc un peuple jeune, impliqué et engagé qui peut faire changer les choses. Comme ce fut le cas au Sénégal en 2012, des politiciens sénégalais de l'opposition ont dénoncé le taux de chômage élevé du pays pour mobiliser les jeunes contre l'ancien président Abdoulaye Wade lors de l'élection présidentielle. Le chômage étant l'un des principaux problèmes de ce pays. De nombreux jeunes du pays sont sortis manifester dans les rues et se sont exprimés dans les bureaux de vote afin de demander un changement de gouvernement. Au moins 6 personnes sont mortes lors de ces manifestations, mais le président Wade a été battu par le chef actuel, Macky Sall. La leçon à tirer de la violence électorale au Sénégal n'est pas uniquement que le chômage des jeunes, qui est de 15% dans ce pays, peut alimenter le feu de la violence politique et des troubles civils, mais surtout l'implication, la détermination et l'engagement de la jeunesse pour faire entendre sa voix. En résumé, malgré sa richesse immense, l'Afrique a été victime de la colonisation, de la mauvaise gestion et de la corruption des dirigeants qui ont négativement impacté son système socio-économique. Les pays étrangers et anciennement colonisateurs ont pu utiliser ces richesses pour se développer, et cela sous les yeux et avec l'accord des hauts commanditaires africains. Cependant, l'Afrique peut compter sur la fraîcheur de ses ressources humaines pour contrebalancer la tendance et relancer son économie. Mais votre avis nous intéresse, dites-nous en commentaire. Ressources naturelles, bénédiction ou malédiction ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à aller regarder notre reportage sur les découvertes choquantes au Sahara, intriguent les scientifiques. Je vous mets le lien dans la description. Nous conclurons ce sujet sur ces mots d'Olivier Moussant. L'avenir du monde se joue en Afrique.